Radio Campus Lorraine, vous nous écoutez au 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz et sur radiocampuslorraine.com. Il est 18h30 ce lundi soir, c'est l'heure de l'ouvre-boîte du PIL. Et ce soir, nos invités sont nombreux. Ils sont 4 avec nous ce soir, Nicolas, Lucas, Louis et Tristan. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Et ils viennent nous parler crypto-monnaie et de leur entreprise Mining Guard. Mais d'abord, je voudrais revenir sur vos parcours à tous les trois et vos études pour commencer. Pour les études, c'est pas bien compliqué, hein. On est tous les trois en école d'ingénieur informatique, tous les quatre, à CESI et XIA. On est en troisième année sur 5. Et donc cette année, on avait un stage assez conséquent à réaliser, d'où cette idée du PIL. Et pourquoi avoir eu envie de rentrer en école d'ingénieur ? C'est pour les mêmes raisons déjà, vous étiez attiré par l'idée de créer une entreprise ? Alors, moi personnellement, c'est pas du tout pour cette idée de création d'entreprise, c'est vraiment l'informatique au premier abord qui m'a vraiment attiré. Le fait est que on s'est rencontrés, on a eu des idées ensemble et maintenant, on essaye de faire évoluer ça. Après. Et les autres, un goût pour l'informatique aussi dès le départ ? Ah oui, bien sûr. Au départ, c'était pas pour créer une entreprise. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. On a eu cette idée il y a quelques mois et le stage nous a fourni l'opportunité de faire tout ça. Mais sinon, oui, je pense qu'on est tous passionnés d'informatique au départ. Oui, clairement. Vous suivez un parcours spécialisé ? Comment ça se fait qu'en stage, on propose de créer une entreprise comme ça ? Effectivement, c'est assez particulier. Alors, de base, on est quand même dans une école assez spéciale qui fonctionne un peu différemment de l'éducation standard. Donc, ils ont proposé cette opportunité aux 5e année de rejoindre le PIL pour leur stage de fin de parcours. Et du coup, nous, on a tout de suite été intéressés. En fait, à la base, on discutait avec Louis qui est juste là et on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience, autant le faire maintenant. Et puis on en a parlé à Lucas, on en a parlé à Tristan et voilà. Ouais. Notre école, en fait, elle nous laisse assez libre, rien que dans la manière de travailler. Et du coup, c'est ça qui nous a poussé à demander, tout simplement pour le stage au PIL. On a demandé à nos tuteurs référents à l'école est-ce que ce serait possible pour nous. Et voilà, ça s'est fait presque du jour au lendemain, on peut dire. Et on est très content pour l'instant de ce qu'on fait. Oui. Alors vous allez me corriger si je me trompe, mais en plus le CESI je crois que ne fait pas partie de l'université de Lorraine. Il doit y avoir des liens indirects qui se font. Comment se fait cette passation cette transition vers le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine qui lui pour le coup fait partie de l'université de Lorraine ? Est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus ? Pour être honnête, pas grand-chose. On sait que le PIL est une structure particulièrement ouverte, surtout lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat. Notre école aussi, donc j'imagine que les deux points de vue ont plus ou moins matché. Après, je ne sais pas comment ça se fait que le PIL est venu... Mais c'est là où votre exemple est intéressant, c'est que même si vous étudiez hors de l'université de Lorraine, vous pouvez quand même intégrer le PIL. Est-ce que vous bénéficiez du statut d'étudiant entrepreneur ? Oui, tout à fait. Oui. Oui, en fait, tout est parti du fait que Julien Barbier du PIL est venu faire un speech à notre école. En fait, c'est comme ça qu'on a découvert le PIL, tout simplement. Et après, c'est Nicolas et Louis qui ont eu l'idée, tiens, pourquoi pas, plutôt que de faire un stage traditionnel, et créer notre propre entreprise pour acquérir des compétences diverses, plutôt que des compétences techniques, tout simplement. L'expérience acquise est incomparable par rapport à un stage standard. On va acquérir les mêmes compétences techniques, je pense. Mais en plus de ces compétences techniques, on a la chance d'apprendre à se débrouiller dans le futur monde professionnel dans lequel on va bientôt être. Et pourquoi pas, si notre projet marche, commencer dans le monde professionnel avec déjà notre entreprise. Oui. Ça serait vraiment le top. Donc si on se concentre sur les délais, c'est un stage de combien de temps là ? Alors le stage, c'est uniquement 4 mois, tout petit peu moins, il me semble. C'est du 9 janvier au 20 avril, ça doit être ça, les dates officielles. Donc vous êtes vraiment au début, là, quand même. Exactement, oui. Mais on ne va pas se contenter de travailler pendant ces périodes. Alors on a commencé bien avant. À partir du moment où on a eu l'idée d'aller au PIL, tout de suite, on a commencé à y réfléchir, à y travailler. On a passé nos vacances de Noël là-dessus. Et donc là, on y va à fond en espérant que ça marche. Alors là, c'est un stage de 4 mois qui se transforme finalement en projet entrepreneuriat. Normalement, la loi dit qu'un stage de plus de 2 mois, il doit être rémunéré. Comment vous arrivez à
soit contourner ça, soit est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui dit bah, ça compte comme un stage, mais c'est plus une forme entrepreneuriale, donc la rémunération, pas besoin. On a le droit de dire ça à la radio ou pas? Et bien sûr qu'on a le droit de le dire. Après, il y a la pratique et l'usage. On sait très bien qu'il y a beaucoup de stages qui finalement sont cassés en deux avec 2 conventions pour ne pas être rémunérés. On sait qu'il y a des difficultés là-dessus. Eh bah, c'est une très bonne question et on a eu pas mal de soucis, on s'est un peu creusé la tête là-dessus et en fait c'est le PIL qui nous a dit on peut pas accepter la convention telle quelle parce que c'est marqué ici qu'on est obligé de vous rémunérer et nous c'est absolument pas possible et l'école ne peut pas non plus légalement enlever la mention de rémunération. Et du coup, bah, on va devoir faire ça un petit peu à la main et s'engager à ne pas poursuivre en justice le PIL parce qu'ils nous ont pas payé, mais ils ont tout à fait le droit de pas nous payer. Ils nous fournissent déjà un super cadre. C'est particulièrement agréable, tout le matériel, les locaux, etc. C'est vraiment fantastique ce que le PIL nous propose. Oui, puis si l'entreprise marche, ce sera plus un stage rémunéré, c'est une rémunération d'entreprise. Exactement. Pour le coup. Non, mais c'est pour ça que c'était quand même assez important d'évoquer le système. C'est pas de la fraude organisée, c'est pas autre chose. Ah non. C'est un système sur lequel finalement vous êtes d'un commun accord pour Bien avoir sûr. une expérience professionnalisante bien plus poussée qu'un stage café. Ah oui, clairement, oui. Là, mais même pas un stage café, hein, même si ça avait été un stage avec plein de choses à apprendre. Vraiment, là, c'est particulièrement incroyable tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on apprend au jour le jour. En termes d'horaire, vous êtes sur du 35 heures semaine ou là encore, c'est flexible par rapport à ce qui est prescrit pour un stage? Bah, de toute façon, on travaille pour nous. Alors, on peut travailler à la maison, on peut travailler au PIL. C'est jamais fixe. Je pense que si on regarde de plus près, on dépasse largement les 35 heures semaine chacun. C'est le principe de l'entrepreneuriat aussi. C'est quand on crée en général, il faut donner plus. C'est beaucoup plus motivant de se dire que voilà, on travaille pour notre bien, quoi. Oui, puis si ça marche pas, ce sera uniquement de notre faute. Donc autant faire en sorte que ça marche. Si ça marche pas, ce sera uniquement de votre faute. Moi, j'ai envie de faire réagir là-dessus. Sur le volet entrepreneuriat. Parce que c'est un truc qui est quand même très français aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent pas dans l'entrepreneuriat parce que peur de l'échec. C'est vrai. Alors, en tout cas, moi, personnellement, je me dis que si on se donne à fond, si on y va avec la rage, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison, on est dans un domaine novateur, l'informatique, que ce soit les crypto-monnaies ou non, c'est quelque chose qui marche. Pour moi, là, la balle est dans notre camp. À nous de réaliser l'essai, disons. Et si vous n'y arrivez pas, ce sera un sentiment d'échec, par contre? Oui, toujours. On est là quand même pour faire notre maximum et pour réussir. Hein. Donc vous avez quand même le sentiment français. Votre école, elle a quel rôle dans l'organisation de ce stage? Est-ce que vous avez une surveillance? Est-ce que c'est un projet qui sera noté à l'issue du stage? Comme tous les stages qu'on réalise à l'école, on a toujours un rapport à rendre, mais vraiment, ils n'ont pas vraiment d'influence sur notre projet entrepreneuriat. C'est juste voilà, pour valider l'unité d'enseignement. Il va falloir rendre des rapports à l'école. Il faut qu'on ait quand même quelque chose à montrer pour prouver qu'on a travaillé, quoi. Oui, voilà. Ouais, exactement. Vous êtes plusieurs groupes à vous être lancés dans de la création d'entreprise cette année? En 3e année, on est le seul groupe. En revanche, je sais qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des 5e années qui, eux, sont intéressés, même depuis plus longtemps que nous. Donc, a priori, il y a au moins une personne, je crois, en 5e année de l'Exia qui va rentrer. 2 personnes. Ah oui, mais alors eux ils vont même pas, je crois ils vont pas ouvrir un projet, mais ils vont venir en tout cas travailler, tout ça pour dire que le PIL est encore une fois une structure très ouverte. Et tous les quatre, vous vous êtes réunis en fait autour du thème de la crypto-monnaie ou plutôt par affinité et le projet est né ensuite? En fait, on se connaissait déjà avant, c'est sûr. Les crypto-monnaies, on a découvert ça au début septembre, octobre de l'année dernière. On a découvert ça, on s'est vraiment mis dedans, on a commencé à investir dedans, on a commencé à réaliser ce que c'était le minage, qu'on expliquera plus tard. Ouais. Et on a notre propre système de minage. Et donc, on a tous investi là-dedans, on a tous une part de ça. Et du coup, c'est un domaine fascinant, mais très compliqué à comprendre quand même.
Oui, on y reviendra dans la deuxième partie. Tu parles d'investissement. Si je comprends bien, tous les fonds pour ce projet, ils viennent de vos poches à vous. Vous n'avez pas reçu d'investissement extérieur 100%. Pour l'instant, oui, on cherche, mais oui, ce serait l'idéal de trouver. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on a à faire, rechercher d'éventuels investisseurs. On est déjà en contact avec certaines personnes qui sont intéressées juste par l'idée. Mais effectivement, pour le moment, c'est uniquement de l'apport personnel, surtout en termes de connaissances, puisqu'on est là pour créer quelque chose. Alors justement, vous êtes le premier groupe, vous êtes 4 entrepreneurs. Comment vous êtes répartis les tâches et même plus loin que ça, la gouvernance de cette structure? Est-ce qu'il y a un actionnaire majoritaire et 3 minoritaires? Est-ce que vous voulez jouer 25% chacun? Comment ça se passe quand on doit créer une entreprise et qu'on est plusieurs? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore d'entreprise. Donc, on commence à se poser la question là, mais on ne se l'est pas encore posé. Vous n'avez pas encore vraiment réfléchi et pas encore trouvé la réponse. Alors, Lucas a parlé juste avant qu'on avait déjà acheté du matériel de minage. Et là, par contre, on a tous mis de l'argent dedans. Donc là, on s'est répartis, on s'est donné des parts, on sait qui a quoi, on a fait un petit contrat. Donc, on est déjà habitué à ça. C'est de l'achat personnel et de la mise à disposition, c'est ça? C'est à peu près ça. Non, mais qu'on comprenne bien, parce que vous êtes un exemple aussi pour d'autres qui vont aussi éventuellement entreprendre derrière. En fait, cette histoire d'achat de matériel, au début, ça a commencé en se disant, les mecs, une machine, ça coûte trop cher pour notre budget personnel. En tout cas, si on veut quelque chose de vraiment puissant, on fait comment? Voilà, donc on a mis tous ce qu'on avait la possibilité de mettre. À partir de ça, on a calculé environ quelle était la part de chacun. Et en fait, on s'organise autour de ça, que ce soit au niveau des décisions ou même au niveau de ce que va nous rapporter la machine. Au niveau des décisions, tout le monde prend les décisions ensemble ou chacun, tiens, moi je prends en charge la partie logistique, moi le plan de financement, moi la com. Est-ce que vous faites tous ensemble ou est-ce que vous êtes répartis les tâches ? C'est les deux, c'est-à-dire que, par exemple, on peut donner l'exemple tout simple, donc Lucas qui s'occupe de la communication en gros, Louis qui va s'occuper de l'investissement, de tout ce qui est en rapport avec les bourses, moi je suis là plutôt pour tout ce qui est management et Tristan qui s'occupe du développement. On a chacun un pôle en charge, en fait on s'est répartis en 4 pôles, mais concrètement les décisions importantes qui concernent notre entreprise directement, on va les prendre ensemble. C'est la personne en charge du pôle qui va dire quelle décision on doit prendre, mais la décision on la prend toujours ensemble. On reviendra donc plus en détail sur les crypto-monnaies, déjà comprendre ce que sont les crypto-monnaies, et puis votre entreprise, vraiment, il me semble qu'il y a un site internet qui se lance dans les minutes qui viennent, c'est bien ça ? On vit ça en live en plus sur Radio Campus Lorraine. On a un lancement en live, c'est Tristan ça. me fait signe de loin, comme quoi apparemment c'est prêt, donc j'en profite. Donc n'hésitez pas à aller voir, donc c'est miningguard.com, mining... comme le minage en anglais et guard comme gardien.com. Je sais pas, peut-être les plaies miningguard.com. Et si vous savez pas ce que c'est, restez avec nous parce qu'on vous l'explique dans quelques instants, c'est ça. On fait une pause musicale et qu'est-ce qu'on écoute ? Les retardataires, Forêt Enchantée. Ils nous viennent de Belgique une fois. On se baladait dans la forêt, on cherchait des framboises, on est tombé sur des tarés, les Walt Disney sont barges. Pendant qu'on se baladait, on s'est perdu. Mais ouais, mais c'est ta faute. Quoi ? Merde, on est où là ? Faudrait pas rester, mais ils arrivent. Trop tard. On s'est fait racketter par les aristos. Ils ont pris mes pompes. Mais les chats, ça met pas de chaussures. Dépouillés, de la tête aux orteils. On se promène sans nos pompes et sans oseille. On voit Alice qui nous dit wesh, oh là, si vous voulez des trucs mortels, les gars, j'ai quelques merveilles. LSD, champignons, MDMA. Y'a de la mec, des enfêtes et des extras. Si vous balancez pas à cette pute de Blanche-Neige, ça reste entre nous mais moi, j'ai de la coke en extra. Ah ouais, Blanche-Neige ? Non, la drogue c'est mal. Ouais, c'est vrai. Après avoir pris des champis à crédit, soudain, on entend une fille qui crie. C'est là qu'elle nous dit, mais les gars, ça c'est pas grave, c'est le dernier tournage de Pinocchio si Freddy. Viens, on s'arrache, ça me fout le cafard. C'est là qu'on tombe sur un barge, barbette un blafard. Pas de doute, c'est Dumbo ça. Horrible. Avec sa bouille de clodo.
alcoolique. On a croisé Peter Pan qui faisait l'aumône, complètement fini. Paraît qu'il est sorti de 15 ans tôle pour pédophilie. Le clochard a lâché la bête pour lui choper sa maille. La petite sirène travaille en aquarium à Dubaï. Cendrillon est schizo, elle parle à des oiseaux, elle voit des sœurs tarées, bornées qui la harcèlent. La bête est zoophile et Bambi en profite. Crochet se gratte la couenne, nous sommets d'un gratte-ciel. Dumbo a mis ses cornes d'ivoire au clou. Bête de poker, le roi lion vieillit beaucoup. Tête de cocker, le boss humeur en tirant son coup. Trop pour le cœur, Merlin s'est mis un flingue dans la bouche. Harry Potter. Ah ok, il s'est suicidé Merlin. Ah mais maintenant sans diplôme, si t'as pas fait Poudlard... Assis sur un chêne de vieux homos roupis. Ah bah tiens c'est Rock, c'est Rookie. Ça va les vieux? Oh vous avez morflé. Aussi cette forêt était mieux dans les années hippies. Et on est de retour dans l'ouvre-boîte du Pile, toujours sur Radio Campus Lorraine au 99.6 à Nancy et 106.1 à Metz. Et avec nous toujours l'équipe de Mining Guard. Et donc on va rentrer maintenant plus en détail sur les crypto-monnaies. Mais avant tout, je pense qu'il serait bon de faire un rappel de ce que sont les crypto-monnaies, puisque le concept peut paraître un peu compliqué. Alors en fait, on peut résumer ça assez simplement. Vous imaginez une monnaie comme l'euro, comme le dollar, qui n'a pas besoin de banque, donc pas besoin de tiers de confiance, d'accord ? Il n'y a pas besoin qu'une personne, une tierce personne vérifie en permanence tout ce qui s'y passe, 100% sécurisé. Théoriquement, en fait, la puissance de Google ne pourrait même pas rivaliser d'un cheveu avec la puissance utilisée pour le Bitcoin, par exemple. Donc c'est ultra sécurisé. Et surtout, c'est totalement décentralisé. Tout le monde a accès à la liste des transactions. Tout le monde a accès, en fait, à l'identité même de la monnaie. Donc, en fait, c'est une monnaie normale. Vraiment, c'est la même chose qu'une monnaie. C'est exactement la même chose. Il y a une valeur qui est indexée sur quelque chose, toujours. Elle sert à acheter des biens, à faire des échanges. Sauf qu'on n'a plus besoin des banques. On n'a plus besoin de ce tiers de confiance qui nous a fait défaut, malheureusement, souvent, pour avoir un système bancaire stable et fiable. Mais qu'est-ce qui assure la sécurité de ces crypto-monnaies alors ? Alors, c'est plus ou moins là qu'on intervient, en fait. C'est-à-dire que, en clair, ce sont des machines optimisées pour ça, qui passent leur temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Qui calculent en fait, qui font des calculs. Alors c'est un petit peu technique, un petit peu compliqué peut-être à expliquer, mais en clair, elles sécurisent les listes de transactions qui passent les unes après les autres. Et quand on fait ce travail, on est rémunéré en échange. Donc en gros, on peut prendre l'exemple, par exemple, le dollar. Le dollar, il y a la planche à billets qui tourne en permanence. Et ben en fait, c'est le même principe avec le Bitcoin ou toutes les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire que les ordinateurs, les machines qui sont là pour sécuriser, c'est comme si c'était des planches à billets. En fait, quand on sécurise des transactions, on reçoit régulièrement de l'argent. Et Voilà. concrètement, comment est-ce que ça marche ? Si moi, par exemple, demain, j'ai envie d'investir dans les crypto-monnaies, déjà, comment est-ce que je mets de l'argent dans les crypto-monnaies et comment je le reprends après ? Comment est-ce que ça marche ? Eh ben vous achetez chez Mining Guard. C'était l'instant promo, mais concrètement, comment je fais ? Alors, on peut catégoriser deux types d'investissements dans les crypto-monnaies. Donc, bien sûr, on peut juste acheter des crypto-monnaies. Donc, on ouvre un portefeuille en ligne comme on ouvre un compte en banque. Au final, on nous demande juste une vérification d'identité et on peut acheter nos premières crypto-monnaies. Et on peut aussi, comme Nicolas le disait juste avant, devenir un nœud du réseau en achetant une machine qui va permettre de sécuriser des transactions. Et nous, c'est ce qu'on aimerait proposer via Mining Guard, c'est de vendre ces machines et de les sécuriser en, par exemple, les gardant dans un endroit sécurisé, qui serait nos locaux. Et vous n'avez même pas à vous en occuper, en fait. Vous avez juste à, entre guillemets, regarder votre portefeuille avec l'argent tombé. Et c'est exactement ça. En fait, tout ce qu'on propose, simplement, on vous propose d'acheter votre planche à billets.
Mais comment est-ce que vous allez sécuriser vos locaux? On va partir dans un bâtiment blindé ou quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on protège des machines? Ouais, un souterrain. Comment est-ce qu'on sécurise comme ça des monnaies? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de sensible comme si on fabriquait des billets de dollars. C'est uniquement des données. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui rentre dans nos locaux, il va rien faire. Il peut cramer le bâtiment s'il veut. Enfin bon, à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est impossible qu'une personne arrive chez nous comme ça et puis vole ce qu'il y a. C'est-à-dire que justement, on a ce principe de décentralisation qui nous permet justement de sécuriser le système. Quand moi je sais que un tel a fait un virement à un tel, n'importe quelle personne dans le monde est capable de le savoir. Et en fait, c'est ça qui permet d'authentifier, de sécuriser. On ne peut pas retrouver 2 fois une personne qui envoie le même argent à 2 personnes différentes. C'est pas possible. Ma question est simple. Pourquoi moi, utilisateur lambda, je passerai par une crypto-monnaie en tant que consommateur? Alors, je voudrais juste préciser tout à l'heure, les crypto-monnaies, ça se résume pas seulement à des moyens de paiement, à remplacer les monnaies qu'on connaît maintenant. Et le Bitcoin, c'est même la réponse à la question, hein, si je peux me permettre. J'ai déjà oublié la question, je suis désolé. Mais... Pourquoi moi je passerai par une crypto-monnaie? Quel est l'usage que moi je peux en faire? Oui, et bah, justement, il y a plein d'usages. Le Bitcoin se voulait comme une monnaie pour remplacer le dollar, par exemple. Mais il y a un tas d'autres applications, c'est-à-dire on ne se sert pas forcément de ça pour payer des choses, mais ça peut être des jetons échangés, que ce soit entre particuliers ou entre professionnels, pour des biens ou des services. Alors c'est ultra varié. On reste sur du paiement. On reste sur du paiement avec une monnaie différente. Oui, du paiement, mais pas du paiement comme le... Oui, ça reste du paiement, mais pas du paiement particulier. Oui, bien sûr. Et si c'est de l'échange entre particuliers, ça demande d'avoir une certaine communauté, en fait, qui utilise les crypto-monnaies. Oui, mais maintenant, la communauté, elle grandit de jour en jour et elle commence à être particulièrement énorme. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler des crypto-monnaies. Bon, après, peut-être pas pour les raisons qu'on voudrait, peut-être même pas les bonnes raisons, mais la communauté est en train de beaucoup grandir et il faut pas toujours écouter ce qu'on entend à la télé ou même à la radio. C'est pour ça qu'on en profite pour vous avoir. Effectivement. Et puis pour savoir pourquoi, en fait. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a la valeur de la crypto-monnaie, elle est moins fluctuante que celle du dollar en bourse? Alors voilà, ce qu'on entend pas mal en ce moment, c'est oh mais regardez le Bitcoin, il a fait fois je sais pas combien en 2017, c'est incroyable, c'est une bulle spéculative. Et là il y a 2 semaines à peu près, on a eu une petite chute. Et du coup tout le monde a dit ah je l'avais dit, c'était une bulle, c'est en train d'éclater. Mais c'est parce que justement on en est qu'au début. Mais le dollar fait exactement la même chose, il monte d'1%, il descend d'1%. Quelle est la différence et quel est l'avantage? Eh bien justement c'est parce qu'on est au début des crypto-monnaies et que beaucoup de monde commence à s'y intéresser et tout le monde veut en acheter. Donc forcément la valeur monte beaucoup. Oui, il y a beaucoup de monde qui voulait du Nutella ce week-end, c'est pas pour autant que je me suis jeté dans un supermarché non plus. Non mais le problème c'est que les gens achètent uniquement pour avoir des retours sur investissement, des retours sur investissement ultra rapides sans même savoir qu'est-ce qu'ils achètent, à quoi ça sert. Les crypto-monnaies ça se résume pas qu'au Bitcoin et je dirais même que le Bitcoin c'est dépassé. Alors c'était le premier à faire ça donc ça restera quand même le père de tout ça. Mais les vraies valeurs maintenant, c'est d'autres monnaies qui ont de l'avenir, des utilisations réelles dans le monde de demain. Pour bien comprendre, tu disais qu'il n'y avait pas que le Bitcoin. Vous voulez proposer plusieurs types de crypto-monnaies, c'est ça? Oui, alors toutes les monnaies ne sont pas minables. Enfin, au sens de la mine, pas de jugement de valeur. Voilà. Toutes les monnaies ne sont pas minables, mais celles qui le sont, oui, potentiellement, on peut proposer n'importe quelle monnaie à miner. Oui, donc les projets là, à court terme pour vous, c'est quoi? C'est d'avoir les locaux en premier, c'est d'avoir une communauté, c'est de lancer le site internet, du coup, je suppose. Exactement. C'est quoi? Alors, dans un premier temps, ce qui est sûr, c'est qu'on veut
créer une communauté autour de ça, c'est-à-dire que on connaît des gens, au quotidien, on côtoie des gens qui ont déjà investi dans le système de la crypto-monnaie, etc. Et on voudrait profiter de cet engouement pour faire évoluer une communauté qui nous est propre, qui nous correspond. Dans un deuxième temps, c'est de développer toute notre suite de logiciels, toute notre solution logicielle qui va permettre d'optimiser le rendement du minage, de gérer les actifs grâce à nos outils, mais aussi d'avoir un tas d'informations grâce à des algorithmes qui vont aller chercher tout ce qu'il faut pour vous sur les réseaux sociaux. On aura une partie conseil d'investissement qui est gérée par Louis, qui en fait ne s'occupe que de se renseigner sur ce qui peut être opportun ou non, ce qui est une bonne idée ou non, etc. Donc vraiment, ouais, le premier objectif, c'est de développer la communauté et en parallèle de développer notre logiciel. Et une fois que tout ça se sera fait, une fois qu'on aura une base solide, on va passer donc à l'acquisition, en tout cas on va commencer à réfléchir à comment s'organiser au niveau des locaux, etc. Comment vous allez gagner de l'argent avec la crypto-monnaie? Alors, avec notre entreprise, vous voulez... Le but, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez en vivre. Alors, déjà, ça se fait potentiellement par la vente, justement, de ces machines de minage. Donc, forcément, il y a une marge qu'on va récupérer, mais aussi, ça se fait par la vente potentielle de notre logiciel pour les gens qui ont déjà une machine. On va pas forcément vendre des machines à tout le monde, mais les gens qui ont déjà une machine et qui veulent faciliter la gestion de leurs biens. La vente de logiciels, il coûte combien ce logiciel? Faudrait déjà qu'il soit fait pour... Exactement. Alors ça, c'est encore on n'a pas du tout d'estimation à donner. En fait, sachant que ce sera... Alors c'est un peu spécial, c'est-à-dire que les personnes, elles vont payer dans un premier temps avec de l'argent qu'elles utilisent au quotidien, l'euro, le dollar éventuellement, si c'est à l'étranger, etc. Mais on va aussi prendre une sorte de pourcentage au niveau du calcul pour que ça coûte le moins cher possible à l'utilisateur à l'achat. Merci d'être venu avec nous en studio. Merci. On peut juste rappeler le site internet. Oui, et les réseaux sociaux peut-être. Miningguard.com, MININGUARD. Donc on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est en train de travailler un max pour développer notre communauté sur Discord. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur notre site, vous pouvez nous envoyer un message. On est en train de faire évoluer tout ça pour que notre communication soit optimale.